Merci beaucoup. Je vous en prie. Autre affaire pour cette soirée spéciale, alors qu'il n'a que 5 ans, la maman de Rachid meurt sous les 22 coups de couteau que lui inflige son mari, Debia. La mère de Rachid a 43 ans, originaire d'Algérie, elle vit à Nice, entourée de ses 4 garçons. Mais le quotidien de cette mère de famille est difficile, elle subit depuis des années la violence physique et psychologique de son mari Mehdi. Alors que Rachid n'a que 3 mois, un premier drame va bouleverser la famille. Mehdi poignarde sa femme à 3 reprises. Debia est hospitalisée, elle s'en sort miraculeusement. Et malgré cet événement, Debia pardonne à son mari. Et ce n'est que 4 ans plus tard que la mère de famille craque. Elle décide de mettre à la porte son mari. Et cette décision va rendre Mehdi fou de rage. Et alors que Debia se retranche pendant plusieurs jours dans l'appartement familial, son mari va lui tendre un véritable piège. Un matin, fortement alcoolisé, il se fait passer pour le fils aîné de la fratrie. Debia lui ouvre la porte sans se méfier. Et elle se retrouve face à Mehdi, un couteau à la main. En un instant, il se jette sur sa femme et la poignarde pendant plusieurs minutes. Au total, l'homme assène 22 coups de couteau à la mère de ses enfants. Le petit Rachid, 5 ans, qui ignore tout de la situation, est alors envoyé en Algérie avec ses frères, mais aussi avec dans l'avion le cercueil de sa mère. Nous sommes à Nice, dans les Alpes-Maritimes, au sud de la France. C'est ici que vit Rachid, 5 ans, avec ses 3 frères, âgés de 2 à 19 ans, et ses parents, Debia et Mehdi. Mais derrière les apparences, la fratrie vit un véritable enfer. Debia, la mère de famille, subit au quotidien les assauts de Mehdi, son mari, qui s'avère être un véritable tyran domestique. Et régulièrement, le petit Rachid assiste à de violentes disputes entre ses parents. En 1978, dans un accès de rage, Mehdi assène 3 coups de couteau dans le ventre de Debia. La mère de famille reste hospitalisée 3 semaines et ses fils sont alors placés en foyer. Mais une fois rétablie, Debia décide de pardonner à son bourreau et elle revient auprès de son mari pour revoir ses enfants. Pourtant, la violence continue et la situation du couple est de plus en plus précaire. Ils vivent sans électricité, sans gaz et se nourrissent très peu. En 1982, Mehdi menace à nouveau Debia avec un couteau. Cette fois, la femme de 43 ans porte plainte et décide de mettre son mari à la porte de leur domicile. Mais l'homme ne l'entend pas de cette oreille. Et le 16 octobre, la violence de Mehdi va monter d'un cran. Ce jour-là, le père de famille va tendre un véritable piège à sa femme. Fortement alcoolisé, il sonne chez elle en se faisant passer pour leur fils aîné, alors âgé de 19 ans. Debia ouvre la porte et tombe, incrédule, sur Mehdi, qui tient un couteau à la main. La mère de famille n'a pas le temps de réagir. Mehdi se jette sur elle et la poignarde sauvagement à de nombreuses reprises. Au total, Debia recevra 22 coups de couteau. Un voisin, alerté par les cris, s'empresse de prévenir les autorités. Et quelques instants plus tard, c'est au tour de Mehdi de téléphoner à la police pour se rendre. Dans la foulée, il est interpellé dans un bar où il était réfugié. Dès lors, le petit Rachid et ses 3 frères, placés dans un foyer et qui ignorent tout de la situation, se retrouvent orphelins. Moi, je dis qu'il n'a pas fait un seul assassinat, il a fait 5 assassinats. Les 4 enfants sont en effet privés de leur mère à cause de la folie meurtrière de leur propre père. Au décès de ma mère, on a été renvoyé avec elle en Algérie, avec le cercueil. Sur place, ils sont pris en charge par leur grand-mère maternelle et par leur tante, malvoyante. Pendant des années, Rachid et ses frères vont errer dans les rues, livrés à eux-mêmes.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de cette soirée spéciale. Bonjour Rachid. Bonjour Jean. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir. On va essayer de retracer d'abord l'ambiance de votre famille que vous n'avez pas forcément beaucoup de souvenirs parce que vous étiez très jeune, mais vous avez au fil du temps, vous avez compris quelle était l'ambiance dans cette famille dans laquelle vous avez grandi tout petit. C'était une ambiance très dure et très compliquée. Quand vous dites, je ne me souviens pas de ce passage-là, enfin de mon enfance jusqu'à l'âge de 5 ans, mais je l'ai subi quand même parce que j'étais là. Donc c'est qu'après que j'ai découvert la vraie histoire de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, et c'est un déchirement total, quoi. C'est une ambiance familiale très dure, très compliquée, avec de la violence. Oui, de la violence. C'était un choc, en fait, c'était un choc, comment dirais-je, enfin mon père vivait en France, ma mère en Algérie avec ses enfants, et lui élevait ses enfants, et puis un beau jour il la ramène avec mes 2 grands frères, et donc il y a eu un choc culturel, donc déjà ils ne se connaissaient pas, ça faisait longtemps qu'ils étaient séparés, ma mère en Algérie et lui en France. Donc, ils n'ont pas su se construire la vie de couple au bout de 4 ans, quoi. Au bout de 4 ans, de 77 quand il l'a ramené, jusqu'à 82. Et votre maman était malheureuse en France, avec lui? Ma mère ne parlait pas un mot français, quoi. Ne sortait pas, n'avait pas d'amis. Mon père l'avait fait venir parce qu'il y avait le regroupement familial, et il l'a fait venir avec les enfants. Mais elle était heureuse peut-être jusqu'à ma naissance, jusqu'à ce que j'ai 3 mois, là où il donne les 3 coups de couteau, à ce moment-là. Donc là, tout se brise, quoi. Ma mère était seule, elle était bien. Il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Elle était bien en Algérie, malgré les difficultés, il n'y avait pas de sous, elle ne demandait pas à mon père de lui envoyer des sous. Elle n'était pas comme ça, ma mère. Elle se débrouillait toute seule pour élever ses garçons. Elle était chez la famille de mon père. Elle avait son beau-père, sa belle-mère. Et elle était heureuse et malheureuse, mais heureuse. Tout le monde dit qu'elle était très heureuse, quoi. Elle faisait des fêtes, ouais, dans des fêtes. Chez nous, c'était pas mixte à l'époque. On ne mélangeait pas les hommes et les femmes, mais chez les femmes, c'est elle qui faisait l'homme, si vous voulez. Elle se déguisait en pantalon, elle mettait un pantalon, il fallait... Ça, c'était avant de venir en France, avant de connaître l'horreur en France. Oui. Quelque temps après votre naissance, donc, votre père la poignarde une première fois. Mes 3 mois, oui. Alors que vous avez 3 mois. Elle décide de rester quand même. Ben oui. Peut-être parce qu'elle a envie de lui donner une chance à ce père de ses enfants qu'elle n'a pas connu, quoi. Qu'elle n'a pas connu, c'est vrai. Qui est votre père aussi. Qui est mon père, ouais. Oui. Qui était, on va dire, parce que j'entendais le témoignage de Françoise tout à l'heure. C'est difficile de dire à quelqu'un dont le père a tué sa mère c'est-à-dire, ça n'a pas de sens pour nous, le mot père, quoi. Je peux dire mon père, mais c'est pouf, quoi. Ça n'a pas... Il n'y a pas de sens derrière le mot, c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de sens. Mon père, c'est qu'est-ce que c'est, mon père? Qui a inventé? Vous l'appelez comment, vous? Je l'appelle mon père, oui. Mon père, je l'appelle mon père, oui. Vava, en kabyle, quand je l'appelle, je dis Vava, Ava, et il me répond... D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone dernièrement quand je suis passé chez vous. Donc il m'a accordé 10 minutes de discussion par téléphone. C'était les 10 minutes les plus... c'est-à-dire, il persiste encore sur son crime, sur la façon de voir les choses. Il n'a pas changé d'un pouce, quoi. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous continuez à lui parler. Ce qui est assez terrible pour vous, c'est que, en fait, quand tout ça va se passer, votre maman est morte. Vous êtes jeune, vous avez 5 ans? J'ai 5 ans. Je les avais 5 jours après. À ce moment-là, votre père va être arrêté, va être jugé. Et vous, on vous envoie en Algérie. Oui. On vous envoie avec vos frères. Oui. Et dans l'avion,
et dans l'avion, il y a le cercueil de votre mère. Tout à fait. Et ça, on était inconscients. Enfin, Est-ce que vous saviez pourquoi elle était morte à ce moment-là? bah non. On vous a pas donné d'explication. Je veux dire, mon père a tout fait pour nous éloigner de ça. Il nous aimait, il disait. Il a tout fait, enfin, quand je l'ai eu au téléphone, il a dit qu'il avait tout fait pour nous, pour notre bien. Donc lui dit, en gros, je vous ai envoyé là-bas parce que je vous aime et pour vous protéger. C'est ça? À la DAS, je parle. Oui, oui. Et je crois même notre envoi en Algérie, c'est lui qui avait décidé à partir de la prison. Et ça revient au droit... Ouais, au droit des parents assassins. Voilà, la possibilité de leurs enfants. Vous allez passer plusieurs années en Algérie, ça va être très compliqué, on ne va pas revenir sur les détails, mais ça va être très, très compliqué là-bas pour vous, parce qu'il y a la pauvreté, il y a la violence également. Et un jour, vous voyez votre père débarquer. Vous avez 12 ans à ce moment-là, oui. Quand votre père débarque, et vous êtes content de le voir, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ben non. Vous vous souvenez de ce moment où votre père revient vous voir? Oui, oui, oui. Il y avait 2, 3 courageux qui étaient venus nous voir, nous rendre visite, parce que c'est la tradition chez nous, quand quelqu'un part d'ici, on l'accueille. Et puis il y avait cette famille qui était nos voisins, qui étaient là. Je leur rends hommage aujourd'hui, parce que c'est courageux quand même. En fait, ils étaient venus pour nous, surtout. C'est pas pour mon père. Surtout pour nous, qu'on sente au moins qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on ne fasse pas voir que ce meurtrier sort de prison. Mais moi, je me souviens, je tournais autour de la valise, quoi. Vous étiez content? On était très contents, oui. Moi, personnellement, je me souviens, je tournais autour de la valise, ça sentait la France, quoi. Donc, ouais, j'ai toujours rêvé de la France, parce qu'il m'a arraché de la France, en fait. Mon père, quand il a poignardé ma mère 3 coups de couteau, il nous a envoyés en Algérie. Et à ce moment-là, en Algérie, il m'a changé complètement l'acte de naissance. Mais je parle de l'acte, pas que de la date de naissance. L'acte, le lieu, la date, tout, il a tout changé. J'ai eu du mal à avoir ma nationalité française quand j'ai voulu revenir, quoi. Quand il vient vous voir, vous dites quoi? Mon père, il vient de nous sortir de la misère, il vient nous sortir... À 2 ans, je pense pas, je me souviens pas de ça, mais on se sent revivre, on se sent avec un père, quoi. Mais à ce père, quand il revient, vous parlez de la mort de votre mère? Ou pas? Pas avec nous, non, je pense pas. Mais de temps en temps, comme ça, il nous... Parce que je crois que vous avez le sentiment qu'il y a une certaine lâcheté, malgré tout, quand il revient vous voir, parce qu'en gros, il dit que tout ça, c'est la faute de votre mère. Toujours, oui, toujours. Toujours, il rajoute même qu'elle nous a fait avaler des boulons, qu'elle nous... Des boulons? Oui, un boulon pour nous tuer. Il m'a raconté ça, à mon petit frère aussi. Que voilà, elle faisait tout, même l'assistante sociale que j'ai eu récemment, 40 ans plus tard, sur un témoignage que j'avais fait chez Simone Média. Elle a commenté, elle disait que ma mère nous maltraitait, quoi. Ça, on ne peut pas comprendre ça. Ma mère nous maltraitait, elle préférait l'aîné que les petits. Est-ce qu'à un moment, vous le croyez? Qui? Votre père, quand il dit ça? Bah, on ne peut pas savoir. Il faudrait que j'ai un entretien avec ma mère, quoi. C'est ça le truc. Mais vous, quand il vous dit ça, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, c'est peut-être vrai? Bah, sur le coup, quand j'étais petit, ouais. Il arrivait à nous avaler ça. Mais plus maintenant, je veux dire, non. Aujourd'hui, non. Quand moi j'ai récupéré tout le dossier chez un avocat, son avocat, c'est un malade, quoi. C'est un vrai malade. Et il déprime, il voit autre chose, quoi. Il voit des choses qui n'existent pas, en fait. Quand il est venu en Algérie, est-ce qu'il vous a ramené ensuite? Il est venu en Algérie, il s'est remarié, ensuite il est reparti par la Grèce, revenu par la Grèce parce qu'il n'avait pas de papier, il était expulsé en 89 à sa sortie de prison. Et du coup, donc il a laissé, au lieu de laisser sa nouvelle femme chez nous, avec ma grand-mère âgée et ma tante qui était aveugle, c'était la moindre des choses à faire, de la laisser, de nous aider tous. Et il l'a ramenée chez elle, et pour qu'elle ne reste pas chez nous. Et donc, figurez-vous que même pas 6 mois après, cette femme-là, ma belle-mère, elle avait accouché d'une fille. Elles étaient mortes toutes les deux à l'hôpital. Elle était en bonne santé. Et donc il est revenu pour assister à l'enterrement. Et puis il est reparti encore par la Grèce. Il ne peut pas nous ramener. Il était son... Vous êtes triste quand vous le voyez repartir, vous?
franchement, je ne me souviens pas de ces départs. La vie continue, quoi. La vie continue. Et après, en 92, il nous a fait venir avec mon petit frère. À ce moment-là, tout le monde au village applaudissait mon père, quoi. Franchement, pour une fois... C'est un héros. C'est un héros pour fois. Il va se racheter, il va déjà soulager ma tante et ma grand-mère de la misère. Et vous êtes content de repartir avec lui? On n'est pas parti avec lui. De rentrer en France pour le retrouver. Mais bien sûr. Vous êtes content, vous? Mais bien sûr. Surtout, il y a la France, déjà. Il y a une nouvelle vie. Il y a la misère qu'on laisse derrière. Et il y a notre père, quoi. On va rejoindre nos pères. Mais on n'avait pas ce truc-là que mon père était un tueur, comme aujourd'hui je le vois. Ça n'avait rien à voir. Et puis, on est resté, quoi? On est resté 4 mois. Et puis, mon petit frère... il a fait quelques bêtises, et puis il l'a renvoyé en Algérie. Donc voilà un père, quoi. Il l'a renvoyé, et puis moi, je lui dis, il revient vers moi, il me dit, toi, je te change d'école, tu vas rester, tu es sage, tu es ceci, tu es cela, tu vas avoir un bel avenir. Je lui dis non. Je lui dis, moi aussi, je rejoins mon frère. Je repars en Algérie. Le même traitement. Ouais. Et donc, je suis reparti, et puis depuis 2 ans plus tard, il s'est fait arrêter par la cocaïne, avec de la cocaïne qu'il hébergeait chez lui pour des dealers, et puis il a passé 2 ans de prison, il est sorti en 95, encore une expulsion, et depuis il s'est remarié, il a un fils aujourd'hui, il a construit une maison, et il vit pépère. Vous allez nous raconter dans un instant quel rapport vous avez précisément avec ce père. Vous nous avez dit que vous lui avez parlé il y a quelque temps, donc voilà, vous allez nous dire quels sont vos rapports, et peut-être s'il est possible ou pas de pardonner à son père un tel geste. Vous nous direz ça dans un instant. On va faire une pause et puis on se retrouve dans un instant en direct sur Énergie 12 pour la suite de cette soirée spéciale. À tout de suite en direct sur Énergie 12. One Million. Les 10 millions. Parfum de Paco Rabanne. Quand on a des gros travaux à faire, c'est l'occasion de rappeler qui c'est le bonhomme à la maison. Qui c'est qui s'y connaît et qui a le bon réflexe manomano.fr. Parce que les bons outils, les bonnes grosses machines, le bon vrai matos, c'est pas pour les mauviettes. Voilà. Comme ça maintenant tout le monde sait qui est le bonhomme, mais on sait surtout qui est le patron. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Rythme de vie intense? Besoin de donner le meilleur de soi chaque jour? Faites face aux défis du quotidien et soutenez vos défenses immunitaires grâce à Probiologue Immunité, une formule à base de zinc, de vitamines C et D et d'une souche microbiotique. En programme de 28 jours renouvelable, Probiologue Immunité, proactif pour votre bien-être. Nutella Biredi, le goût unique de Nutella dans une enveloppe croustillante. Maman, faut avancer là. Vivez la vie Biredi. Facilitez vos travaux grâce au détecteur 5 en 1 avec laser Parkside. Mesurez distance et volume, détectez le bois, le métal et les câbles électriques facilement. Profitez également du pointeur laser avec nivelle pour mettre à niveau tout type d'objet. Détecteur 5 en 1 avec laser Parkside, 19,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Découvrez le shampoing sec Baptiste. Pour des cheveux magnifiques dès le réveil. Fraîcheur, texture et volume. Espacez vos shampoings et soyez au top à chaque instant. Avec Baptiste, rafraîchissez instantanément vos cheveux. Maintenant, c'est possible. Cheveux colorés, méchés, besoin de couvrir vos racines? Ou cheveux fins en manque de volume? Baptiste, c'est aussi les shampoings secs et soins adaptés à chaque type de cheveux. Maintenant, c'est possible. Baptiste. À Noël, nous ouvrons nos portes, nous ouvrons nos cœurs et parfois même beaucoup plus. C'est le retour des traditions et des décorations. C'est aussi la fascination, parce que Noël, c'est elle et lui et nous.
Quelle que soit votre façon de le célébrer, Kinder vous souhaite un Noël magique. Depuis qu'on a Deezer Famille, les enfants sont beaucoup plus détendus. Lisa vise le prix Nobel de mathématiques avec les podcasts Deezer. Julien écoute ses playlists de chansons françaises. Marc, grâce à Deezer, il s'est vraiment remis au sport. Et moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai un rendez-vous très important. De la musique et des podcasts pour toute la famille. Essayez gratuitement Deezer Famille pendant 3 mois. Deezer Famille. Ville pays en A. Angleterre. Autriche. Super. Arquerie. Quoi? Ça existe? Bah oui, ma chérie, ça existe, l'arquerie. C'est où? Bah dans l'hémisphère nord. Là-haut, vers l'Arctique. Il fait très froid et... Personne n'aime perdre. En ce moment, le jeu Monopoly Édition France est de retour chez McDonald's. Et comme c'est 100% gagnant, vous êtes sûr de gagner. Hé hé, logique. On peut plus rien dire, c'est un comble. C'est pour isoler les combles? Mais vous êtes qui? Je suis Effie Lafay. L'isolation de votre maison, c'est moi qui fais. J'évalue vos besoins, je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides. Et vous supervisez les travaux? Évidemment. Un projet de rénovation énergétique? Contactez Effie. Évidemment. Invasion! Suivez-moi! Je vole! Monster Munch, pour les arrêter, faut les manger. Sans huile de palme, sans conservateur, fabriqué en France. Merci Vico. Des Mozzastic ultra cheesy, c'est carrément pickers! Dim présente Dim Protect, la culotte en coton bio qui simplifie les règles. Règle numéro 1, laver et réutiliser. Règle numéro 2, oubliez vos règles, jusqu'à 12 heures d'absorption. Règle numéro 3, pensez à l'avenir en réduisant vos déchets. Simplifiez les règles avec Dim Protect. Quand tout s'est arrêté, j'ai su prendre les bons virages et saisir de nouvelles opportunités. Moi, j'ai presque rien changé. Je me suis juste réinventé. Et même si tout le monde m'a dit c'est le pire moment, je me suis lancée. À chaque nouveau défi, Société Générale s'engage à vos côtés. C'est vous l'avenir. Société Générale. Face aux agressions quotidiennes, les taches augmentent de 25%. Nouveau Lift Active B3 Sérum anti-taches. Enrichi avec 13% de niacinamide, acide glycolique et active peeling. Réduit les taches jusqu'à moins 71%. Évalué dermatologiquement. Nouveau sérum Lift Active B3 des laboratoires Vichy. La santé passe aussi par la peau. Merci de nous retrouver toujours en direct pour cette soirée exceptionnelle sur Énergie 12 intitulée « Mon père, ce salaud ». Et nous sommes avec Rachid qui a perdu sa maman alors qu'il n'avait que 5 ans, tué de 22 coups de couteau par son père. Rachid, votre père a été jugé, vous nous le disiez, puis envoyé en prison, mais il va vous falloir des années pour vous reconstruire. En 2012, vous récupérez le dossier pénal de votre père et c'est à ce moment-là que vous apprenez tous les détails de l'assassinat de votre maman. Dans ce dossier, il y a la description de la scène de crime, le rapport d'autopsie, les auditions de votre père. Et c'est un véritable choc pour vous, mais aussi une prise de conscience nécessaire. En France, Mehdi est jugé en 1983 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Il écope de 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Débia. Il sort de prison en 1989 après seulement 7 ans derrière les barreaux. Il rentre alors en Algérie, rejoindre ses enfants. Mehdi va revenir 2 fois en Algérie. Et c'est finalement en 1992 qu'il fait revenir Rachid et son petit frère à Nice pour les renvoyer 4 mois plus tard chez leur grand-mère. Et alors que Rachid, revenu en France, avait complètement enfoui ce lourd secret de famille, il va avoir une véritable prise de conscience.
En 2012, Rachid récupère le dossier judiciaire complet concernant la mort de sa mère et le procès de son père. Et il apprend alors toute la vérité. Alors qu'il pensait que la mort de sa mère était accidentelle, Rachid comprend qu'elle est bien morte sous 22 coups de couteau donnés par son propre père. En novembre 2019, à l'occasion du Grenelle contre les violences faites aux femmes, il se rend compte qu'il est temps pour lui de sortir du silence. Je ne vous cache pas que cette histoire-là, le fait de la publier comme ça, me fait un énorme soulagement, quoi. Me remet les pieds sur terre. J'ai l'impression, avant, je me cachais, je jouais. Et maintenant, j'ai un cap, je crois. Un vrai cap, c'est ma vraie personnalité, c'est moi, c'est mon combat, quoi. Aujourd'hui, Rachid est sans nouvelles de son père, retourné en Algérie, où il aurait même refait sa vie. Il ne nous appelle jamais. Jamais il m'a appelé, quoi. Pour prendre des nouvelles, pour comment je vais. C'est moi qui l'appelais. Puis maintenant, d'ailleurs. Désormais, Rachid veut rendre hommage à sa mère et se battre contre les violences conjugales dont il se considère lui-même victime. Moi, je suis une victime. Apparemment, avant, il disait que les enfants sont des témoins. Non, on n'est pas témoins. Témoins de quoi? On n'a rien demandé, quoi. Retour en direct pour cette soirée spéciale sur Énergie 12. Je voudrais qu'on rebondisse sur ce que vous disiez dans ce reportage. Rachid, vous dites « je suis une victime ». Ah oui, oui, sans doute, oui. Il n'y a pas à intergiverser là-dessus, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. J'entendais tout à l'heure C'est pas assez reconnu aujourd'hui? Non, mais il y a des trucs, franchement, il n'y a pas à se poser de questions. Comme demander la pension alimentaire d'un père. J'entendais Françoise tout à l'heure, c'est pareil. Je veux dire, c'est même pas, il n'y a pas de discussion, quoi. On est des victimes, on est morts, on est sous les dalles, mais on est vivant, si vous voulez. On n'a rien fait, quoi. Nous, nos mains sont propres. On est propre. Et aujourd'hui, on nous demande on nous voit comme des autres. On n'est pas des autres, on est des victimes. J'irai pas jusqu'à faire un fichier ou je sais pas quoi, mais ça doit se savoir en municipalité, à la préfecture, à la justice. Je veux dire. Vous trouvez qu'on oublie, par exemple, dans un cas comme le vôtre, on oublie de s'intéresser aux enfants? Mais je veux dire, un crime comme mon père a fait, ça a détruit 4 enfants derrière, et enfants et arrière-enfants. Je veux dire, mes enfants vont avoir un pourcentage de leur vie me concernant moi. Ils portent ce poids. Ils portent ce poids aussi. Pas le poids que je porte, bien sûr, mais une partie. Ça va se diminuer. Mais c'est intéressant ce que vous dites en parlant de vos enfants. Générations, quoi. Vous leur avez dit quoi, vos enfants? Vous leur avez raconté l'histoire? Franchement, je les ai appelés, ils sont venus, comme ça, je leur ai raconté l'histoire de A à Z, comme ça, ils n'auront pas à l'apprendre ailleurs, faussement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand vous avez raconté l'histoire de votre père et de votre mère? Le petit, par exemple, il me dit, en plus, on a été le voir en Algérie l'année passée, quand je lui ai raconté ça. C'est pour dire que, franchement... ils n'ont pas de grand-père pour eux aussi. On va parler justement de vos rapports avec votre père. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez eu un échange de 10 minutes avec lui il y a 2 ans, oui, à peu près. À peu près. 1 an et demi à peu près, oui. Pourquoi vous continuez à lui parler? Excusez-moi de le poser aussi clairement, mais je crois beaucoup se posent la question. Il a eu la même question que vous. Et quand il a décroché, et il m'a dit « Mais comment ça se fait que tu m'appelles ?» C'est impensable pour lui. Et pourquoi? Mais pourquoi je ne t'appellerai pas? Parce qu'il a tué votre mère? Moi, j'ai besoin. Moi, franchement, si on arrive à l'avoir au téléphone, j'aimerais bien un jour, peut-être, vous le passer, discuter avec lui, avoir ses avis, avoir son évolution. Mais ça veut dire, Rachid, ça veut dire que vous ne lui en voulez pas maintenant? Mais bien sûr, je lui en veux. Je lui en veux beaucoup. Mais quelle est l'autre personne qui peut m'apprendre plus sur ce dossier-là, à part lui? Ça, le dossier, vous le connaissez maintenant. Mais vous l'avez lu de fond en comble, vous l'avez pris, vous l'avez lu, vous l'avez étudié. Ouais. Mais est-ce qu'au fond,
Un père vous manque pas? En fait, quand je l'ai appelé exactement, je lui ai posé cette question. Moi, je lui ai dit, je t'appelle pas pour ceci ou cela, on va passer des heures. Je t'appelle pour me dire, est-ce que tu l'as aimé? Quels sont ses goûts à ma mère? Je ne les connais pas. Quels sont ses goûts? Elle aime quoi comme fruits? Banane ou pomme, citron ou fraise? Quels sont ses goûts? Il n'a pas su me répondre. Moi, franchement, c'était à cause de ça que je l'ai appelé. C'était pour en savoir plus sur votre mère? Sur ma mère, voilà. Mais vous croyez que c'est la meilleure personne? Écoutez, franchement, il est enrichissant ce dialogue que j'ai eu avec lui. Il est enrichissant. Docteur Stéphane Clerget, un tueur, reste un tueur en fait. Bien sûr. Mais c'est intéressant hein, ce que nous dit Rachid là. Je l'ai appelé pour en savoir plus sur ma mère, pour connaître ses goûts, mais ça reste l'assassin. Ça reste assassin, mais l'assassin connaît bien sa victime. Et finalement, il y a une relation quand même très particulière entre l'assassin et la victime. Et finalement, fréquenter l'assassin, c'est pouvoir rester proche de la victime. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas que l'assassin. Ça a été son mari. Donc oui, non, ça paraît logique de vouloir connaître sa mère par l'intermédiaire de cet homme. Et à la fois, peut-être qu'en plus de ça, il y a l'idée de... Tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est-à-dire que tu vas pas oublier. Moi, je reste là et maintenir un contact avec toi, c'est aussi te rappeler quand même ce que tu as fait. C'est te rappeler aussi les conséquences de ce que tu as fait. Même si c'est pas méchant, mais juste lui rappeler. L'œil est là. Il y a aussi autre chose que les avocats connaissent et qui est peut-être parfois plus difficile à entendre quand on est extérieur à tout ça, mais c'est que on a beau être un assassin, on n'en est pas moins un humain. Oui, tout à fait. Et on n'en est pas moins quelqu'un qui, par ailleurs, alors je sais que c'est compliqué à entendre, mais qui, par ailleurs, peut être intéressant, qui, par ailleurs, peut être aimé par un fils qui a perdu son père. Je veux dire, je suis pas en train de dire qu'il faut faire absolument la distinction entre l'assassin et l'homme, mais quand on est un fils qui a perdu sa mère, même si celle-ci a été tuée par son père, moi, je peux comprendre qu'on ait un intérêt pour celui qui, quelque part, est quand même son père. Et moi qui fréquente, j'allais dire quasiment quotidiennement, des gens qui un jour ont commis des actes qui parfois sont atroces, je peux dire que par ailleurs, c'est des gens qui ont des émotions, qui sont intéressants, qui sont intelligents et qui peuvent être, dans une certaine mesure, aimables au sens général du terme. Oui, on avait des bonnes relations avec mon père. Mais j'étais son préféré, on va dire. J'étais le seul qui lui parlait, jusqu'à ce que je sois déçu, tout simplement. Mais quand même, je reviens le voir, bien sûr. S'il m'accorde un entretien, je lui parlerai comme ça, mais j'ai un peu peur de lui. Parce qu'il peut partir... Donc, il y a de la haine contre lui? Mais bien sûr, il y a de la haine. Et de l'amour? Qui va défendre? Et de l'amour d'un fils pour son père? Il y a les deux, si vous voulez. Oui, c'est pour ça. Il y a les deux. Parce qu'on ne peut pas se voiler la face aujourd'hui et taper sur l'homme tout le temps. D'ailleurs, c'est mon désaccord avec les féministes aujourd'hui. Avec l'association que j'ai fréquentée, c'était trop de charges, c'était trop brutal, on peut pas gagner comme ça. On peut pas gagner comme ça si on va pas chercher, comprendre ces assassins. D'abord, ils s'assassinent eux-mêmes déjà. Et ils assassinent après l'entourage, quoi. Je veux dire, il faut les comprendre. Il faut pas avoir peur de comprendre ces papas tueurs. Est-ce que ça veut dire qu'un jour vous pourrez lui pardonner? Mais qu'est-ce que c'est que le pardon? Je ne sais pas ce que c'est le pardon. Franchement, je ne sais pas ce que c'est. Ne plus lui en vouloir. Ne plus lui en vouloir. C'est lui-même. Ou c'est déjà fait peut-être? Non, jamais. Je vous disais tout à l'heure, quand on s'est raccroché, il m'a dit, je suis plus ton fils, je suis plus ton père, et tu n'es plus mon fils. Et pourquoi il vous dit ça à la fin de votre conversation? Ça m'a un peu gêné parce que c'est moi qui ai fait la démarche d'aller vers lui. À la fin de la conversation, il vous dit, je ne suis plus ton père, tu n'es plus mon fils. Tout à fait, c'est ça. Et pourquoi il vous dit ça? Parce que soi-disant... Mais c'était un jeu, quoi. Mais je sentais... Oui, vous croyez qu'on dit ça par jeu? Et je sentais que je le faisais revivre. Enfin, c'est exactement ce que disait le docteur Stéphane Clerget. Je sentais qu'il se réjouissait de cette discussion que j'ai eue avec lui, que j'ai été dans son... Je suis le seul à aller dans son truc. Et vous réveillez le passé. Vous réveillez le passé en même temps. Moi, je suis là pour lui donner des piqûres et lui dire ma mère est toujours là. Il avait raison, le monsieur, de dire ça. Mais j'ai pas de haine contre lui. Je ne vais pas aller le tuer. Non, loin de là. Oui. Franchement, loin de là. La haine, ça se termine pas forcément avec un meurtre. Mais vous pouvez avoir de la haine contre lui.
Je peux avoir de la haine, je peux avoir de l'amour. Si demain je suis friqué, enfin j'ai de l'argent, ça va, et qu'il est dans la merde, vous l'aiderez. Je l'aiderai. Mais bien sûr, je l'aiderai. Où est le mal dans tout ça? Il n'y a pas de mal. Chacun réagit comme il veut. Je suis plus grand on n'est que pas là lui, pour juger. Je suis plus grand que lui. Toi, tu m'as fait du mal, moi je te fais du bien. Je veux dire, mais ça a un sens tout ça. Ça reste mon père, quoi. Mais voilà, demain, si je le croise, on peut boire un café, s'il le veut. S'il le veut. Moi, je suis toujours là à sa recherche. J'ai le sentiment, Rachid, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai le sentiment que vous êtes en demande. Non, non, non. Je suis un père aujourd'hui, j'ai des enfants. Oui, mais vous êtes en demande, vous auriez envie que ce moment-là arrive, où vous vous mettez autour d'une table et vous parlez. Vrai. J'ai précipité les choses avec le Grenelle. J'étais à deux doigts de rassembler. J'ai rassemblé mes frères avec mon père. On a créé une page Facebook, je veux dire un mécène, pour parler, pour discuter. Et j'aurais dû attendre encore un peu plus. Mais ce Grenelle, c'était un choix à faire. Mais si demain, il vous dit OK, on se met autour d'une table, ben oui, avec et plaisir. On parle. Avec plaisir. Et vous lui direz quoi? Salaud? Ben, je lui dirais salaud, oui. Pourquoi pas? Franchement, c'est un salaud, mon père, oui. Un gros salaud, même. Un salaud, pour moi, mon père, c'est un salaud, je dis ça parce qu'il a toujours pensé à sa gueule. C'est ça, un salaud. Il n'est pas responsable. Mais voilà, mais je cherche, moi, à savoir, derrière tout ça, il y a quoi? Il y a quand même quelque chose d'humain, quoi. Je veux dire, c'est pas une brute, c'est pas un monstre. Je veux dire, il faut aller chercher le positif dans tout ça. Docteur Stéphane Clerget, parce que cette ambivalence, en fait, elle est assez fascinante. Oui. C'est-à-dire, oui, c'est un salaud, mais derrière, il y a un homme et c'est mon père. Et je trouve que l'ambivalence, là, elle est très bien résumée par tout ce que nous dit Rachid, et elle est bouleversante en même temps. C'est-à-dire, c'est entre amour et haine en permanence, en fait. Oui, et c'est, je pense, quand même le fruit d'une élaboration. Le fait qu'il avait 5 ans, qu'il ne se souvenait pas. Après, il a dû aussi, vous avez dû construire, réfléchir. C'est le fruit aussi d'une grande réflexion. Je pense que c'est pas impulsif comme ça, purement émotionnel. Je crois que derrière ça, il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de sagesse. Et d'être capable de reconnaître cette ambivalence-là des émotions, de pas faire, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les monstres, il y a les humains, parce que c'est un peu simple. Si finalement les criminels c'est que des monstres, ils restent à part. Or c'est pas vrai. Ils rappellent par là que tout être humain peut être un criminel finalement, parce que justement les criminels ne sont pas des monstres et ça reste des humains. Et je pense que c'est justement intelligent cette démarche-là et que ça demande beaucoup de réflexion. Et que je comprends qu'il y a des gens qui réagissent mal face à ça, peut-être dans le mouvement associatif qui est le vôtre, parce qu'on aime bien que les choses soient clivées, simples. Aujourd'hui, je suis, excusez-moi, on me fait confiance parce qu'on m'a viré de l'UNFF. Et une association qui s'appelle Puisque je pars, je suis libre, dont la présidente est Céline Bénard, et me fait confiance, m'a désigné comme porte-parole de cette association, et on sauve des femmes comme ça, dans la détresse du moment de violence, parce que il faut agir tout de suite. C'est-à-dire on extrait ces femmes du foyer. Voilà, du foyer, et puis on essaye de les retrouver, de les orienter pour s'en sortir. Voilà. Dernier mot, Rachid. Là, dans les jours qui viennent, après cette émission, vous allez le rappeler, votre père? Je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait. Je l'ai appelé tout à l'heure. Et il a décroché, mais je crois qu'il l'a pas fait exprès. Il a 84 ans aussi, peut-être il a fait son... Vous l'avez rappelé avant de venir, là? Oui, je l'ai appelé, oui. Pour lui dire que j'allais passer à la télé. C'est ça, on s'accroche au peu qu'il y a, quoi. Vous voyez, je parle aux féministes, aux femmes féministes qui ne comprennent pas ma démarche d'aller comprendre le père, quoi. Enlever l'autorité parentale à des gamins, c'est-à-dire
le père a tué la femme, la mère des enfants, et nous, association ou monde, je veux dire, gouvernement avec des lois, on va aller tuer le père encore, qui lui reste, en lui enlevant les droits de parentaux sur les enfants mineurs. Je suis d'accord après la majorité, mais pas sur les enfants mineurs, parce que moi, quand j'étais gamin, mon père, c'était plus que le festival quand un colis arrive, quoi. C'est vrai. Un colis arrive, et on l'ouvre, et mon père nous envoyait des... D'ailleurs, la photo que vous avez montrée avec ma grand-mère, la doudoune que j'avais bleu, blanc, rouge, c'était lui qui me l'avait envoyée de France, quoi. Et donc voilà, ils sont victimes aussi, ces gens. Ils sont victimes, ils savent pas. Moi, quand la principale victime, c'est ceux qui sont morts, malgré tout. Mais... Oui, je comprends ce que vous dites, mais voilà. La principale victime, c'est ceux qui sont morts, et les deuxièmes victimes, c'est vous. On va dire que les assassins après, c'est derrière. J'essaie de comprendre, c'est pas un phénomène. Je veux dire, tout le monde tue en ce moment, quoi. Non, n'exagérons pas non plus. Non, mais quand on regarde dans le monde, il y a combien de féminicides? Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair. Non, mais ce qui est intéressant, c'est votre démarche, en tout cas dans votre tête, cette démarche que vous faites, cette démarche entre amour et haine, et vous nous l'avez très bien expliqué. On a bien compris quelle était votre démarche. Vous allez essayer de le rappeler? Je vais essayer de le rappeler, oui. Merci Rachid. Merci beaucoup d'être venu en direct sur ce plateau. C'est la fin de cette émission exceptionnelle de Crimes et Faits divers consacrée à ces personnes dont la vie a été brisée par celui qu'ils appelaient papa. Merci à eux et merci aux experts qui m'ont accompagné également. On se retrouve demain en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. Passez une belle nuit. À demain et d'ici là, soyez prudents.